Bienvenue sur le plateau du grand débrief, exceptionnellement organisé avec Silver Valley, autour des résultats d'un sondage Silver Valley, Happy Visio et Pleine Vie, auprès des plus de 60 ans, dont le thème est Habitat, comment la pandémie a-t-elle modifié le quotidien des seniors? Alors, nos invités sont Nicolas Menet, qui est le directeur général de Silver Valley, et nos quatre témoins, Chantal, Liliane, Jean-Pierre et Francis, qui vont nous aider à comprendre les résultats de ce sondage. Le grand débrief va se dérouler en deux moments. Un moment assez bref où Nicolas va nous présenter les résultats ou des résultats du sondage, et ensuite on aura un échange sur les résultats avec nos quatre grands témoins. Nicolas, si tu peux présenter les résultats. Merci beaucoup Frédéric pour cette invitation. Donc oui, très brièvement, je voudrais rappeler les résultats clés de ce sondage évidemment pour que Chantal, Liliane, Francis et Jean-Pierre puissent donner leur point de vue, c'est le plus important. Donc ce sondage Silver Valley Happy Visio pour Pleine Vie, avec comme question comment la pandémie a modifié votre quotidien, est assez intéressant parce que on voit bien que la pandémie a renforcé l'investissement affectif et financier dans le logement, puisque 50% des plus de 60 ans ont réalisé des travaux d'embellissement et ils sont même 69% à déclarer que l'adaptation du logement en lien avec l'avancée en âge est fondamentale ou importante. C'est-à-dire que la pandémie a montré à quel point le logement était un lieu d'abord le lieu dans lequel on désire rester, mais c'était aussi un lieu de danger. En tout cas, ils se sont rendus compte particulièrement de cette dimension-là. Sauf que, et c'est ça que c'est intéressant, les travaux dont la motivation première n'est pas prioritairement l'adaptation à l'avancée en âge, ils sont que 5% à avoir réalisé ces travaux d'adaptation, c'est-à-dire que renforcer la luminosité, adapter sa cuisine, sa salle de bain, son escalier, c'est-à-dire qu'il y a 69% des gens qui disent que c'est important de le faire, mais il n'y a que 5% des gens qui ont réalisé des travaux. Donc ça, c'est intéressant, cette différence entre les discours et les actes. Donc on voit bien que le message de la prévention liée à l'adaptation de l'habitat au vieillissement est bien passé, parce que 69%, c'est une écrasante majorité, mais que les actes ne suivent pas ou très peu. Voilà. Et alors l'autre enseignement de ce baromètre Silver Valley, Happy Visio et Pleine Vie, c'est vraiment de voir que les aides publiques sont très peu, voire pas du tout sollicitées ou connues par les personnes. Il y a 15% des personnes de plus de 60 ans qui ne connaissent pas du tout les aides disponibles pour adapter le logement. Donc les aides, on le rappelle, c'est l'Agence nationale de l'habitat, c'est la CNAV avec les CARSAT, c'est les départements, c'est Action Logement évidemment. Il y a beaucoup de communication sur ces aides dans les départements, dans les régions et aussi auprès du grand public. Pourtant, il y a quand même 15% des gens qui ne les connaissent pas du tout et il n'y a que 2% des gens qui ont sollicité ces aides. Donc vous voyez, on a quand même des discours bien différents des actes. C'est ça qu'il faut retenir de ce sondage. Donc on a bien une conscience de l'adaptation du logement comme condition sine qua non au mieux vieillir chez soi, mais le passage à l'acte est encore un peu faible. En tout cas, c'est ce que montre le sondage. Mais on va laisser réagir tes invités, Frédéric. Nicolas, juste une dernière question pour les puristes des études. Comment a été fait le sondage? Alors, c'est un sondage qui est fait auprès de 1500 personnes de plus de 60 ans sur la plateforme Happy Visio. Alors, c'est un sondage qui est avec une spécificité, c'est que c'est bien sur l'ensemble du territoire français, sauf que par définition, ce sont des gens qui ont une connectivité forte. C'est-à-dire que comme ils utilisent la plateforme Happy Visio, qui fait des conférences, etc., qui propose des activités numériques, ce sont des gens qui sont bien représentatifs des Français, mais avec quand même une forte connectivité. Donc, ils ne sont pas totalement représentatifs. Et c'est un sondage qui est mis dans les conférences Happy Visio pendant une semaine ou 10 jours. Donc, on a vraiment une pluralité de profils qui répondent. Et tous les mois, Silver Valley et Pleine Vie Happy Visio proposent un sondage avec une thématique spécifique. Pour nos grands témoins, si on prend le premier sujet, 50%, je ne sais plus quel chiffre il y a, près de 50% ont réalisé des travaux chez eux. Peut-être qui commence? Liliane, je voudrais vous faire un tour de table. Quel est votre sentiment? Est-ce que vous avez fait des travaux, par exemple? Et que pensez-vous de ce chiffre, du nombre de personnes qui ont réalisé des travaux? Alors, moi, effectivement, je fais partie des 50%.
Mais il y a un petit bémol. Les travaux que j'ai effectués, c'était les changements de mes fenêtres pour effectivement équiper mon logement de fenêtres mieux adaptées et surtout plus performantes sur le plan de thermique et sonore. Mais c'était des travaux qui étaient effectivement programmés avant la crise sanitaire, donc absolument pas consécutifs à la pandémie. Mais je peux effectivement considérer que j'ai fait des travaux d'embellissement intérieur, mais pas en lien avec la pandémie. D'accord. Chantal, vous pensez quoi de ce chiffre de personnes qui ont fait des travaux? Alors moi, je pense qu'en fait, effectivement, les personnes se trouvant obligées à rester chez eux ont remarqué qu'il y avait dans ces cas-là des déperditions de chaleur, peut-être au niveau des fenêtres, que justement leur peinture était un petit peu vieillotte et que c'était le moment de pouvoir prendre le temps pour faire ces travaux. Et effectivement, je pense qu'il y en a très peu qui l'ont fait plutôt par rapport à leur âge. C'est plutôt des personnes étant peut-être juste à la retraite et qui, dans ces cas-là, ont une conscience du temps et sont investis à ce moment-là. Puisque confinés, c'est vrai, on fait beaucoup plus attention. Moi, je m'en étais rendu compte quand j'ai pris ma retraite qu'en fait, on commence à ce moment-là à presque prendre conscience et connaissance de son lieu d'habitat. D'accord. Francis? Oui, bonjour à tous. Je n'ai pas été surpris par les résultats de ce sondage, cette enquête. Moi, je pense qu'il y a peu de lien direct entre le fait de faire des travaux et la pandémie. Enfin, il y a eu des travaux, il y a eu des prises de conscience peut-être, mais pas de travaux lourds forcément liés directement à la pandémie. Si ce n'est que la pandémie a donné du temps pour de la réflexion sur effectivement l'intérieur, son habitat, son changement peut-être de son mode de vie, plus tourné sur l'intérieur que sur l'extérieur par nécessité. Mais sinon, je ne pense pas qu'il y ait eu un lien direct fort entre les travaux et la pandémie, donc ça ne m'a pas surpris. Et après, pour le reste, je n'ai pas été surpris par les résultats du sondage pour d'autres raisons liées à la sociologie des populations seniors. Vous entendez quoi par cette expression, sociologie des seniors? Je pense que, enfin, avec l'âge, entre guillemets, il y a l'aptitude au changement, la peur du changement, la peur de modifier ses habitudes, la peur du dérangement, la peur on s'adapte, mais on s'adapte avec ce qu'on a déjà. On ne cherche pas forcément à s'adapter en transformant son habitat. Donc je pense qu'il y a toute des questions à voir de ce côté-là. Voilà. C'est qu'avec le temps, les personnes âgées ne veulent pas il y a la question du dérangement, de la perte de ses points de repère. On a peur de perdre ses points de repère et on a peur que les changements entraînent trop de modifications de son mode de vie. Voilà. D'accord. Et donc, ce qui pourrait peut-être un petit peu expliquer l'autre partie qui n'a pas fait de travaux, par exemple. Une partie des autres parties. Enfin, c'est un des aspects d'explication, je pense, mais il y en a d'autres, bien sûr, liés à des questions financières et d'autres questions sur lesquelles je voudrais revenir, parce que la communication, elle porte aussi beaucoup sur le plan climat, la transformation énergétique. Et il y a une tendance, il y a un risque à ce qu'il y ait un mélange dans la communication entre les différents champs de priorité, de sécurité, et entre les champs écologiques, les champs de sécurité pour les personnes âgées, etc. D'accord. Il y a d'autres raisons sur lesquelles on reviendra peut-être. On va revenir. Notre quatrième témoin, le doyen, Jean-Pierre. Alors, tout d'abord, je voudrais vous dire la chose suivante. La question est extrêmement intéressante parce que je vois que 50% des 60 ans ont réalisé des travaux. On dit travaux d'embellissement. Je ne suis pas certain que ça corresponde à la réalité. Je pense que ces 50% plutôt dans l'ignorance qu'ils étaient du blocage dû à la pandémie, ils se sont plutôt dirigés vers du bricolage, entre guillemets, c'est pas péjoratif. Du bricolage, un coup de peinture dans le placard, un coup de peinture sous la fenêtre. Ce ne sont pas des travaux de fond et coûteux, qui engagent par ailleurs du temps et peut-être même des accords d'architectes ou d'entreprises ou de propriétaires. Donc je crois qu'il y a eu une interprétation. Qu'est-ce que je fais pendant ce blocage? Est-ce que je dois me confiner et regarder la télévision seulement?
ou aider ma femme à faire le ménage et la vaisselle, ou est-ce que je peux rénover en quelque sorte une partie de notre appartement? Donc, moi, je serais plutôt sensible à ce deuxième aspect. Je n'ai rien fait chez moi cette année, mais il y a 20 ans ou 25 ans, pendant les grandes grèves de 68, il y a donc plus longtemps, je m'étais trouvé dans cette même situation et moi, j'ai fait du bricolage, peinture, réaménagement des placards, redistribution du matériel de cuisine, etc. Donc je me projette un petit peu, je ne sais pas si c'est bon, mais moi je me projette. Voilà. Alors, une question, c'est que lorsqu'on a été confiné, personne n'a été capable, officiellement, juridiquement, intentionnellement ou autre, de dire la période pendant laquelle on serait confiné. À vrai dire, j'étais une inconnue due à la pandémie. Quand on a un microbe qui vous poursuit, on ne sait pas quand est-ce qu'il va vous cesser de vous harceler. Donc, une incertitude sur la durée, une incertitude donc sur le temps que l'on a à consacrer à ce type de travaux, ce qui conduit à choisir soit des travaux lourds, et ça n'a pas été le cas à mon avis, soit des travaux facilement réalisables de main d'hommes non spécialisés, et c'est ce qui s'est passé à mon avis. Donc, ça a correspondu pour moi à une bonne occupation de son temps, confiné chez soi. Qu'est-ce qu'on fait de la journée? Voilà. Jean-Pierre, si je vais plus loin, une question qui me vient, puis pour tous les autres, est-ce que la pandémie a engendré, on va dire, une peur, pas un mal-être, mais en tout cas une peur, une incertitude, et pour enlever cette peur au niveau émotionnel, les gens se sont mis au bricolage. Est-ce que c'était pas un échappatoire par rapport à la situation de la pandémie? Je ne le pense pas parce que cette pandémie, quand elle a démarré, personne n'était capable, ni les scientifiques, ni les professeurs de médecine, ni les économistes, et encore moins les politiques, bien entendu, étaient capables de dire beaucoup de choses là-dessus. On ne savait rien. La pandémie, moi j'ai vécu une pandémie terrible en 1947, c'est le choléra en Afrique du Nord. Personne ne savait quel serait le village du coin qui serait atteint par le... On ne savait pas. On buvait de l'eau tous, on buvait tous de l'eau, bien entendu, en ignorant complètement si elle était, oui ou non, contaminée ou contaminante. Je crois qu'on peut dire la même chose. Quand la pandémie a commencé, moi, j'étais dans l'incertitude la plus totale et j'ai donc décidé de faire du vol à vue. Qu'est-ce que je peux faire de mes journées? D'accord. Alors, je me suis levé un peu plus tard, tel le matin. J'ai décidé de bricoler un peu, de peut-être nettoyer un peu mieux ma cuisine et mes casseroles, mais dans une incertitude sur la durée et le prolongement. Est-ce que je faisais bien? Est-ce que j'avais besoin de matériel à acheter chez Leroy Merlin ou aux grandes surfaces pour continuer mes travaux? Je ne savais pas. Donc, un bandeau, et je faisais à vue. Chaque jour, je prenais une décision. Et alors, ce type de décision, par hypothèse, ce sont des décisions qui sont extrêmement fragiles. Parce qu'on a raison le matin et le soir, on est dedans, on s'est trompé. Voilà. Donc, Liliane, même question. Est-ce que vous pensez que le fait d'être confiné, alors pas forcément la peur, mais en tout cas d'être dans une incertitude, ça vous a poussé ou pas à avoir des activités d'autres comme le bricolage je pose la même question à Chantal. Pousser, je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, il est vrai que j'en ai profité pour faire, je dirais, un grand ménage de printemps. Maintenant, je n'étais pas ni dans la peur, ni pas vraiment dans l'incertitude non plus, curieusement. D'accord. Chantal? Non. Non, je n'étais pas du tout dans l'incertitude et la peur par rapport au Covid. Au contraire, j'ai pensé que c'était un moment de pouvoir si on peut dire, se régénérer dans des occupations différentes, type Zoom, etc. Et je pense aussi que peut-être les gens n'ont pas tellement fait de travaux d'aménagement par rapport à leur âge, parce que quand même, il y a une certaine peur de se rendre compte quand on avance dans l'âge, on va être moins souple, donc il va falloir aménager. Et aussi, ça dépend dans quel type de logement on est. Par exemple, moi je suis dans un logement social,
Donc, en fait, on ne peut pas l'aménager, si on parle des aménagements de salles de bain qui sont forcément utiles quand on avance, parce que d'enjamber une baignoire, ça devient de plus en plus difficile, même si on a été très sportif avant, et que ça, c'est quelque chose qu'il faut prévoir, mais il faut avoir l'accord de son office d'HLM, et aussi, il y a aussi un entourage de l'immeuble. Il n'y a pas que dans l'appartement que c'est important. Il y a tout ce qui se passe autour de l'immeuble dans lequel on habite, et savoir dans ces cas-là si on fait des travaux, est-ce qu'on va rester, est-ce que, mettons, la robinetterie va continuer à être à la charge de la société, de HLM dans lequel on est, hein. Et voilà, mais je ne pense pas qu'il y a vraiment d'histoire par rapport au Covid. D'accord. Autre question, et je vais commencer par Francis. La question que je voulais vous poser, c'est on a entendu que certains qui avaient des revenus, on va dire, stables, avaient économisé pendant la période. Est-ce que déjà, à vous tous, est-ce que c'est le cas? En fait, mon imaginaire, c'est les retraites sont stables. Donc, en fait, est-ce que vous avez pu économiser pendant la retraite? Et si oui, est-ce que ce n'est pas ça qui explique qu'une partie des personnes ont pu faire des travaux? Francis? Alors, oui, je vais répondre à cette question. Juste un petit mot, je ne suis pas tout à fait d'accord avec mes collègues sur la question de l'incertitude. Je pense quand même que l'incertitude et l'inquiétude ont pu créer des phénomènes de compensation à court terme chez certaines personnes pour se faire plaisir et pour garder le moral. On fait du bricolage pour aller vers le beau. Hein. La beauté sauvera le monde. Enfin, c'est l'idée un peu de trouver des choses qui vont faire plaisir, voilà, et qui permettent de tenir le moral. Ouais, c'était l'idée de ma question. Ouais. Oui, mais je pense quand même que pour une partie des gens, c'est vrai, ça existe, ça a pu jouer. Par contre, alors, économiquement, effectivement, l'incertitude et l'inquiétude créée par ce virus inconnu et sa durée, le fait qu'on n'ait pas de solution au départ, a pu, à mon avis, quand même, à créer des phénomènes de thésaurisation, enfin pas de thésaurisation, mais d'épargne et de non-dépenses à court terme, parce que, comme d'habitude, en termes d'incertitude, on se dit, est-ce que mes enfants ne vont pas perdre leur emploi? Est-ce que soi-même, on ne va pas avoir des problèmes ensuite avec tous les milliards qui sont dépensés en termes d'endettement public, etc. Est-ce qu'on ne va pas avoir ensuite des prélèvements supplémentaires? Voilà. Donc, je pense quand même qu'il y a une anticipation pour dire, on va mettre de côté, soit pour la famille, soit pour des temps plus difficiles où il y aura bien à rembourser un jour des prêts. Donc, je pense quand même que ça a joué aussi sur le fait que pendant un temps, on réfléchit, mais on ne dépense pas. Par contre, je pense qu'il y aura un effet compensation et que là, on va voir maintenant, après une phase de réflexion, une phase d'action, il y aura peut-être plus d'investissement sur l'investissement sur l'habitat. Même question, Chantal. Là, vous avez fait des travaux, si j'ai bien compris, si j'ai bien écouté et retenu, qui étaient décidés avant la pandémie. J'imagine que vous avez pu, je suppose qu'il y a pu avoir des économies de fait avec la pandémie et moins de dépenses de loisirs. Est-ce que ça participe à des futurs travaux d'aménagement du domicile? Oui, effectivement, mes travaux de changement de fenêtre avaient été programmés avant la pandémie. Pendant la pandémie, de fait, il y a eu effectivement des économies de fait parce que plus de cinéma, plus de restaurants, etc. Je rejoins également Francis qui disait que ça a pu jouer aussi pour la peur du lendemain, pour éventuellement économiser, pour aider les éventuels enfants, petits-enfants pour certains. Et moi, j'envisage effectivement de poursuivre les travaux, mais c'était déjà comment dirais-je, programmé depuis 1 an ou 2 ans plus exactement, pour là refaire les sols prochainement. Voilà. D'accord. Donc, je partage effectivement ce que vient d'évoquer Francis et je crois que il va y avoir ensuite peut-être un relâchement qui permettra de rattraper le temps perdu financièrement parlant. Important, d'accord.
Le sol, c'est pour le confort ou c'est pour C'est pour le confort. C'est pour le confort, c'est pour l'embellissement. Là, je suis toujours dans l'embellissement. D'accord. Jean-Pierre, même question. Est-ce que vous avez pu économiser pendant cette pandémie et est-ce que cette économie va servir à faire des travaux? Alors, ma réponse sur les économies est faite et affirmativement, oui. J'en prends un exemple. Moi, je circule qu'en voiture. Je ne prends jamais le métro ni les autobus depuis que je suis retraité. Et en période normale, je fais un plein d'essence. J'ai une Clio, une petite voiture. Je fais un plein d'essence par semaine, c'est-à-dire environ 600 km. Pendant le confinement, j'ai fait un plein par mois. Manifestement, je n'ai pas roulé. Je ne pouvais pas rouler. Allez-vous, bloqué, etc. Donc, oui, je fais des économies forcées. Alors, par ailleurs, si vous voulez, ces économies, je ne les ai pas reportées vers des travaux. Pour dire deux mots, j'ai une retraite archi convenable. Je n'ai pas besoin de cette économie pour investir par ailleurs. D'accord. Et dans le par ailleurs, je me heurte à un problème qui est très simple. Il y a 20 ans que j'ai acheté cet appartement et lors de mon achat, j'avais décidé déjà des travaux d'aménagement qui me le rendent parfaitement confortable. Parfaitement confortable, avec une petite nuance, largement confortable. Et cet appartement est superbe et il n'a pas vieilli. Donc je n'investis pas dans ces travaux-là. Nicolas, tu veux faire un commentaire? Oui, je peux que aller dans le sens de ce qu'il dit, hein. Alors c'est vrai que dans le premier baromètre qui avait été fait au mois de mars sur le bilan de la pandémie, il y avait une très forte proportion de personnes qui avaient mis de l'argent de côté, avec, comme Jean-Pierre, comme principal objectif, non pas de faire de travaux, mais effectivement de transmettre aux enfants, aux petits-enfants et aux arrière-petits-enfants. Et ça, on le voit de façon générale en dehors de la pandémie. Comme tu le sais, selon la chaire TDTE, les Français de plus de 60 ans possèdent 58% du patrimoine en France, patrimoine immobilier, actions, etc. Et leur objectif, c'est pas de le garder pour eux, hein, contrairement à ce que certains l'entendent, que les boomers sont une génération d'égoïstes qui pensent qu'à eux. C'est complètement faux parce que leur objectif, avec tout ce patrimoine qu'ils possèdent, on parle quand même de 250 milliards d'héritage à 60 ans quand même, hein, donc c'est des fortunes quand même. L'objectif des seniors, effectivement, c'est de transmettre à leurs enfants, à leurs petits-enfants, parce que exactement comme vous l'avez dit, hein, en fait, c'est Francis qui disait ça, on ne sait pas du tout de quoi l'avenir sera fait, et on est quand même là à une charnière sociale où la plupart des enfants de nos invités là aujourd'hui n'auront pas le même train de vie que leurs parents, n'auront pas le même niveau de vie que leurs parents. On est dans une dégradation à nouveau, alors que les boomers n'ont fait, depuis à peu près un siècle, on n'a fait qu'augmenter le niveau de vie et maintenant il commence à redescendre. Et donc ça inquiète énormément les parents, et Francis l'a très bien dit, qui se disent, bon, cet argent-là, tant pis, moi je le dépenserai pas pour moi, mais il faut absolument que mes enfants soient bénéficiaires. Alors pourquoi? Parce que d'abord, évidemment, les périodes de chômage sont de plus en plus importantes, les carrières sont de plus en plus chaotiques, et il y a 45% des ménages en France qui sont divorcés. Et on sait très bien que quand on est dans une famille monoparentale, forcément, les revenus sont divisés par deux. Donc ça pose des vrais problèmes de précarité pour les années à venir. Donc aujourd'hui, les seniors français ont un rôle économique absolument fondamental qui n'est pas suffisamment reconnu, justement pour transmettre ce patrimoine et abonder l'économie réelle grâce à cette transmission dont parlait Jean-Pierre. Donc vraiment, c'est un point très important qu'il faut souligner. On sous-estime réellement le rôle économique des seniors dans ce cadre-là. Merci Nicolas. Deuxième sujet que nous allons aborder, 69% des personnes qui ont répondu au sondage Silver Valley, Appivisio et Pleine Vie ont dit qu'il était important d'aménager leur logement pour l'autonomie, en fait. Je résumerai ça comme ça. Mais seulement 5% l'ont réellement fait. Qu'est-ce qui, d'après vous, explique cette différence? Que autant de personnes sont conscientes que c'est important et aussi peu le font dans les faits. Chantal, par exemple? Alors,
Je pense que justement, les gens pensent à le faire, mais comme je disais un peu tout à l'heure, c'est cette peur de la réalité par rapport au vieillissement, parce qu'en fait, quand on a 60 ans, 70 ans, en fonction de toutes les activités qu'on a, on est loin de penser qu'à un moment, musculairement, ça sera inversement proportionnel à notre intellect. Et que là, on sera peut-être devant un mur. Et ça, c'est très difficile de l'accepter. Et c'est difficile d'accepter. Alors, très souvent, les gens disent « je ne veux pas être dépendant de mes enfants », mais en fait, ils font rien. Parce qu'ils pourraient très bien aménager leur appartement sur une salle de bain, voir si éventuellement ils ont besoin d'un fauteuil, on pourra passer dans les couloirs, des choses comme ça. Et c'est ce déni, en fait, du vieillissement réel qui est là, cette peur. D'accord. Je pense en fait, que quand on a eu l'expérience de parents très âgés qui, en définitive, sont dans les 5 dernières années, entre 95 et 100 ans, et là où on voit qu'en définitive, il y a une dégénérescence, on peut dire, enfin, dégénérescence, on va dire c'est un très gros mot, mais enfin non. On est là avec des possibilités de placement musculaire moins importantes. Et que donc, on aménage la salle de bain, on achète un déambulateur à roue qui vous permet d'aller faire ses courses et autres. Et puis après, on peut mettre des auxiliaires de vie, etc. Et je pense que c'est cette prise de conscience-là qui fait très peur. Et en plus, les personnes qui sont dans les logements sociaux ne savent pas s'ils vont pouvoir rester dans ce logement social ou pas. Et là, je pense qu'il y aurait une part importante par rapport aux offices HLM de venir vers leurs occupants plus âgés en leur posant la question, est-ce qu'on peut vous aider dans ce sens-là? Parce qu'effectivement, moi, je l'ai fait. J'ai aménagé cela parce que j'ai demandé déjà à changer d'appartement étant donné que mes enfants s'installaient, déjà pour réduire la surface et au moins avoir une pièce en plus où je pourrais avoir quelqu'un qui pourrait dormir plus tard chez moi si j'ai besoin d'avoir une surveillance ou une aide, quelque chose comme ça. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, la raison pour vous, c'est la peur de la prise, enfin, c'est la peur de la prise de manque de conscience, qui fait que, sur la base du déni, et qui fait qu'on procrastine et on remet à plus tard les aménagements nécessaires. Voilà, exactement. Même question pour Francis ou Liliane. Qu'est-ce qui explique cette différence entre ceux qui disent qu'il est important d'adapter son logement et aussi peu de personnes, au final, le font? Liliane. Pour moi, effectivement, ce taux de 69% ne m'étonne absolument pas. Si j'avais fait partie du panel ayant participé à ce sondage, je ferais partie des 69%. Pour autant, j'ai fait des travaux d'embellissement dans mon appartement, mais je n'ai pas envisagé à ce jour des travaux d'adaptation. Pour plusieurs raisons. Je crois comme beaucoup de mon âge. Chantal a employé le mot déni tout à l'heure, mais c'est tout à fait ça. Ça signifierait prendre vraiment conscience de son âge, de son propre vieillissement, pour effectivement aller vers des projets d'adaptation. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, en ce qui me concerne, l'appartement n'est pas vraiment adapté pour pouvoir être correctement aménagé dans le cadre pour une personne de type PMR, par exemple. C'est un petit appartement, la salle de bain, c'est plutôt une salle d'eau, elle est très petite, c'est impossible d'avoir une douche à italienne, etc., etc. Donc, je pense pour deux raisons, mais la raison principale, c'est peut-être, en résumé, le déni. Francis, même question. Alors, oui, je vais répondre. Effectivement, je partage l'avis de Liliane sur l'idée du déni. Bon, le mot est un peu fort, mais c'est ça quand même. C'est-à-dire qu'on segmente. On pense que ça ne touche que, en termes d'âge, ça va concerner qu'une
une tranche d'âge beaucoup plus élevée. Enfin voilà. Donc pendant une période, on va considérer qu'on est dans les belles années de sa vie et on ne va pas considérer qu'on est dans les années où il faut anticiper la dégradation. Donc il y a une question de déni. Ensuite, il y a d'autres choses. Il peut y avoir pour certaines personnes à partir d'un certain âge des questions de phobie administrative. Moi, je connais des personnes âgées qui, de toute façon, l'idée d'aller remplir des dossiers pour des aides et autres, sur le plan administratif, déjà, ça va les bloquer, ça va bloquer. Après, il y a d'autres raisons. Bon, il y a des raisons financières. Je pense qu'il faudra revenir quand même sur ces raisons, parce qu'il y a quand même une concurrence entre les types de dépenses, notamment lorsqu'il y a rénovation d'immeubles, lorsqu'il y a des charges collectives qui sont élevées, on a des charges de santé, des frais de santé importants qui ne sont pas forcément remboursés. Donc je pense que la sécurité dans les priorités ne passera pas, la sécurité du bâtiment et de l'habitat ne passera pas en premier. Et puis enfin, il y a des problèmes de méthode. Je pense qu'il y a des personnes qui voudraient faire, mais qui ne sauront pas comment identifier les risques. C'est-à-dire qu'ils ne sauront, si elles ne sont pas vraiment avec un diagnostic organisé, à partir d'un certain âge, systématisé et pris en charge, elles ne sauront pas comment mesurer, identifier et mesurer réellement le niveau de risque qu'elles peuvent supporter ou vivre au quotidien sans le savoir dans leur appartement. Et ensuite, pour finir, elles voudront parfois que s'il doit y avoir des aménagements, les aménagements soient faits sur l'existant, c'est-à-dire à partir de l'appartement tel qu'il est, mais sans qu'il y ait transformation de l'habitat. Que ce soit une sécurisation, mais qui prennent en charge et qui prennent en compte leur propre mode de circulation dans l'appartement et leur mode de fonctionnement dans l'appartement. C'est-à-dire, je pense qu'il y a un âge où on n'aura pas envie de transformer complètement son habitat pour vivre autrement. Oui, alors, question suivante. Sachant qu'effectivement, vous avez quelque part un âge au-delà duquel il y aura moins d'adaptation ou il y aura plus d'adaptation, ça ne vous pousse pas à l'adapter en prévention? Sauf si la famille est derrière en prescription. C'est-à-dire si la famille apporte vraiment une aide insiste ou accompagne vraiment la personne âgée avec un professionnel. Mais sinon, d'elle-même, c'est vraiment compliqué. D'accord. Parce qu'il y a beaucoup de freins. D'accord. Même question pour Jean-Pierre. Comment expliquer cette différence, d'après vous, entre autant de personnes conscientes qu'il faut adapter et aussi peu qui le font dans les faits? Moi, je crois qu'il y a eu une grande peur qui existe toujours. Autour de moi, j'entends parmi mes amis, qu'est-ce que le ministre des Finances claque comme fric? Il y a encore quelque temps, c'était 5 milliards de francs, d'euros, pas de francs, excusez-moi, d'euros, 5 milliards. Je sais ce que c'est que 5 milliards d'euros, c'est vraiment énorme. Et naturellement, quand on avance cette somme pour des gens qui ne travaillent plus, pour soutenir des petits commerces, pour investir dans les travaux indispensables, etc., qui paiera? Sinon nous, le peuple, enfin les gens qui contribuent à la richesse générale. Donc la trouille de la réponse à cette question a sans doute été un frein. On ne sait pas. Jean-Pierre, est-ce que cette incertitude que vous relevez, d'ailleurs qui avait été un petit peu exprimée par Francis, il me semble, est-ce que cette incertitude va vous empêcher de faire des travaux ou des achats plus tard, en fait, va vous ralentir? Empêcher peut-être pas, mais freiner probablement, pour essayer de voir. Moi, si je devais décider, c'est cette hypothèse, si je devais décider aujourd'hui, si je devais faire des travaux, j'attendrai septembre-octobre, que les lois de finances rétroactives soient passées. Au moins, je serai sûr. Encore que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, même si j'ai une augmentation d'impôts de quelques pourcents, moi, personnellement, ça va pas m'affecter. Mais quand même, si c'est plus important, je vais moins donner à mes enfants et à mes petits-enfants. Alors, il y a une incertitude. Donc, si vous voulez, cette incertitude, elle génère un principe de précaution. Et le principe de précaution fait qu'il y a 100% de gens qui manifestent, il y en a 50% qui font, et la réalité, il n'y en a que 5% qui décident, en signant des actes, en faisant des chèques, de faire des travaux. C'est une déclinaison qui me paraît tout à fait normale et assez conforme à notre mentalité de Français. Francis, vous aviez un petit peu la même approche, en fait.
Ben, Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? il y a l'aspect d'aide publique effectivement qui peut jouer, même si on est des particuliers, ça concerne quand même aussi l'individu dans son comportement patrimonial et surtout en lien avec la famille, etc. Mais moi, je pense, enfin, sur un autre champ, il y a quand même la concurrence aussi avec la communication et les priorités nationales ministérielles, par exemple liées à l'écologie, au plan climat, à la transition énergétique, où on insiste et on communique davantage sur des aménagements qui sont liés à d'autres préoccupations ou à d'autres priorités, bon, qui vont jouer sur le confort et qui vont jouer sur évidemment l'écologie et puis bon, enfin, tout ce qui est énergétique, hein, la transition énergétique. Et donc, les personnes peuvent aussi se dire, est-ce qu'il faut, on ne peut pas investir partout, quoi. C'est-à-dire, si l'on investit sur un champ, surtout qu'on y est aidé davantage que sur le champ de la sécurité pour les seniors, on ne peut pas investir là, plus également dans l'habitat collectif, plus. Voilà, c'est un problème, ça a quand même une difficulté. Ce que je remarque en échangeant avec vous, c'est que quand on apprend, en tout cas le monde des seniors, nous, en tant que conseiller, en fait, on apprend que vous avez une vision globale, en fait. Et moins individualiste, c'est une vision plus globale de la société. Et là, en fait, je trouve qu'on retrouve ce phénomène-là. Dernière partie, concernant la connaissance des aides auxquelles vous avez droit, auxquelles nous avons droit pour adapter les logements. Qui d'entre vous a connaissance de toutes les aides? Pas moi. Liliane? Pas moi. Alors, moi, en ce qui me concerne, je sais qu'il existe des aides via la région, le département, la CNAV, mais ma connaissance s'arrête à peu près à ce niveau. Donc, je peux considérer que j'ai vraiment pas de connaissance. Je m'en suis jamais inquiétée, je m'en suis pas préoccupée, donc pas renseignée. Voilà. En fait, vous avez la connaissance qu'elles existent, c'est ça? J'ai la connaissance de l'existence d'aides, c'est ça. Mais je n'ai pas été plus loin j'ai pas entamé une démarche pour connaître quels étaient les organismes susceptibles de pouvoir accorder ce type d'aide, donc quelles étaient les modalités, sous quelles conditions, qui était éligible, est-ce que je pourrais être éligible ou pas le cas échéant. Je n'ai absolument rien fait. Et je suis pas sûre d'être prête à le faire d'ailleurs, mais ça rejoint un peu la question des précédentes, à savoir quand on est dans une forme de déni, bon, on va pas. Si on demande des aides, c'est qu'on a fait la démarche de faire des travaux d'amélioration. D'accord. Chantal, vous par contre, vous avez déjà fait, vous êtes déjà renseigné pour votre salle de bain. Voilà, déjà renseigné et après j'ai su qu'il y avait la CNAV. Mais c'est vrai que pour ma salle de bain, à ce moment-là, quand je l'ai fait, j'ai demandé à mon office d'HLM, alors c'est vrai que moi j'ai déménagé sous ce qu'on appelle la loi Moll. Mais par contre, là je me suis un peu renseignée parce que j'aimerais bien aménager ma cuisine. Alors c'est vrai que j'aménage par moi-même les choses. Mais quand même, et j'ai regardé sur ANH, et en fait, je n'ai vu que des choses pour le gain d'énergie. Oui, c'est ça. Du chauffage, c'est de la ventilation, c'est des fenêtres. Mais il n'y a rien de ce côté-là. Et même dans toute publicité qu'on pouvait voir au cinéma, c'était tout le temps pour une réduction de dépenses énergétiques, soit pour donc l'énergie solaire sur un toit, etc. Et pas pour le locataire lambda d'un immeuble et par rapport à cet aménagement, par rapport à une perte d'autonomie dans les 2 ou 30 ans. Moi ayant même 69 ans, mes parents étant des centenaires, c'est comme ça que ça m'a mis en alerte. D'accord. Oui, Francis est au courant de toutes les aides auxquelles il a droit. Alors, non, Francis ne connaît pas toutes les aides. Je suis au courant qu'il y a il y a plusieurs acteurs, il y a une multiplication d'acteurs, et ça, je trouve que c'est compliqué, ça complique beaucoup la donne. Et souvent, les aides, effectivement, elles sont mal connues en termes de sécurité de l'habitat, spécialement pour les seniors. Et après, on reçoit les aides que je connaissais le mieux, en fait, sont celles pour lesquelles j'ai reçu des informations de la part des mutuelles, que ce soit des mutuelles santé-prévoyance ou des mutuelles d'assurance, voilà, ou même de la banque postale qui propose des prêts à taux zéro pour aménagement des logements pour les seniors ou autres.
Mais j'allais dire, les aides par les organismes publics sont mal connues. Et bon, et d'autre part, quand même, quand on sait parfois que quand on fait un dossier à pas, là je viens d'en faire, j'en ai fait 2, ça va prendre plus de 6 mois, 8 mois pour avoir une aide, par exemple, sur un dossier. Ça peut dissuader parce que les travaux seront parfois déjà faits ou seront. L'aide n'est pas toujours rétroactive. Enfin, il y a des problèmes à ce niveau-là aussi au niveau de la durée d'instruction des dossiers, etc. Je Oui. parle des dossiers publics. Hein, Oui, c'est un sujet très connu. On fait généralement les travaux, l'aide arrive après ou pas, ou trop tard. Oui, Par mais à rapport... la limite, on l'attend plus ou on l'attend pas, ou alors elle est d'un montant tel que ça ne joue pas marginalement, ça va pas être déterminant. Donc, enfin, pas pour la majorité, je parle. Hein, bien sûr, il y a des gens pour qui c'est important, mais pas pour tout le monde. D'accord. Voilà, donc l'aide, c'est un vrai souci. Je dirais, il y a quand même trop d'acteurs et après des problèmes de, de manque de communication quand même sur ces aides spécifiques d'adaptation de l'habitat senior. Et lorsqu'il y en a, elle est vraiment, l'information elle est très pointue, elle est portée par les mutuelles et des choses comme ça. Je m'interrogeais quand même en réfléchissant à cette émission avant qu'elle arrive. Je ne sais pas si c'est un mot de conclusion, mais quand même, les gens investissent beaucoup à partir d'un certain âge sur la santé, mais sans faire le lien avec la sécurité. Et ça, c'est quand même curieux, effectivement, qu'on n'associe pas santé et sécurité de l'habitat avec la santé. Là, il y a quand même quelque chose qui, effectivement, qui est un paradoxe sur lequel on devrait travailler, je pense. Moi, par exemple, mes parents, par exemple, qui ont 80 ans et qui font attention, qui vivent dans une maison, effectivement, en fait, ils ont aménagé des rampes, etc. Mais il y avait des petits détails. Par exemple, il y avait un tapis en haut des escaliers. Et ils n'avaient pas conscience, en fait, que ce tapis était dangereux. Et en fait, je crois qu'il y a une difficulté à repérer les points de sécurité par rapport à leur santé. Ouais. Oui, Oui, bien sûr. Surtout quand on est habitué depuis longtemps. Moi aussi, mes parents qui sont donc, voilà, ma mère est veuve depuis 8 ans et mon père était centenaire et elle l'est aussi. Et en fait, je pense qu'il y a aussi ce besoin de rester dans quelque chose que l'on connaît bien psychiquement. Si on enlève le tapis, c'est une catastrophe pour eux. C'est ça aussi, parce que je sais que nous, on a été obligés de leur imposer une douche parce que c'était comme ça. Et même quelquefois, on voit le tapis, mais 36 000 fois, même moi, quelquefois, parce qu'il est un peu abîmé, on se prend dedans. Mais non, parce que c'est là, c'est moi, je suis bien comme ça. Tout le psychisme qui rentre énormément à ce moment-là est super important. D'accord. Ah, merci. Nicolas, tu fais la conclusion? Un commentaire, conclusion? Oui, bah alors ce qu'on voit, c'est que les freins en fait à l'adaptation du logement sont très importants. Alors, comme ça a été rappelé, ils sont d'abord endogènes, puisque le problème c'est que la société dans laquelle on vit met la vieillesse le plus loin possible, c'est un véritable repoussoir. Donc du coup, pour soi-même, c'est compliqué de se projeter dans sa propre vieillesse, et du coup, ça engendre des comportements de risque. Il existe un facteur évidemment exogène où on voit bien que les aides sont très très compliquées à solliciter. Elles sont très longues et je crois que le concept de phobie administrative qui arrive avec l'âge est très intéressant. La longueur des délais d'instruction aussi sont très intéressants. Et il y a un chiffre qu'on n'a pas mis là dans le baromètre, c'est que il y a 58% des gens qui préfèrent se débrouiller tout seuls. Parce que un élément qu'on n'a pas vu, c'est que les générations des personnes qui avancent en âge n'ont pas du tout envie d'être aidées, pas du tout envie d'être assistées, n'ont pas forcément l'habitude de demander de l'aide. Et en fait, l'idée même de ne pas être autonome, de ne pas être souverain dans ce qu'on veut faire chez soi, d'être soumis à des autorisations ou des obligations, va à l'encontre totalement de la culture de cette génération où, encore une fois, la souveraineté et la liberté d'agir est bien plus importante que tout le reste. Alors, adapter l'habitat, ça veut dire le contraindre. Adapter l'habitat avec des aides publiques, ça veut dire obéir finalement à des cahiers des charges, à des contrôles. Et ça va totalement à l'encontre d'une mentalité de souveraineté, de liberté. Alors, on peut expliquer un petit peu cette réticence par rapport à ces différents facteurs. Et bon, il y a bien sûr des projets qui imposerait plus ou moins ou inciterait en tout cas les populations à faire des diagnostics d'habitat, par exemple à l'âge de 75 ans, un âge où on est encore tout à fait autonome. Ça serait quand même intéressant.
au moins pour sensibiliser les personnes, parce que l'adaptation de l'habitat, c'est pas que la douche à l'italienne, c'est pas que le monte-escalier, c'est aussi, comme vous l'avez très bien dit, c'est le petit tapis dans un coin, la lumière qui est pas suffisamment éclairée. Et ça, c'est aussi de l'adaptation de l'habitat. Ça coûte rien, c'est pas très compliqué à mettre en place et ça peut vraiment rendre l'habitat confortable et adapté. Donc c'est un sujet on n'a pas du tout toutes les solutions aujourd'hui, un sujet qui est très important et qui sans doute est une des priorités pour l'avenir de la société de la longévité. Merci Chantal, Liliane, Jean-Pierre et Francis. Merci Nicolas. Merci pour ce grand débrief. Merci à tous. Merci à toi. Merci beaucoup Frédéric. Merci bien. Merci à vous tous aussi. Très agréable de débattre ainsi.